Un enfant maltraite le chien du voisin. Paris, en plein hiver. Un garçon marche seul dans la nuit glacée. Ses pas s'enfoncent dans la neige. Mais ce ne sont pas le froid ni la solitude qui le hantent, c'est ce qu'il a fait, et ce qu'il ne pourra jamais effacer. Personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Un cri, du sang sur la neige, un regard échangé avec un animal, qui peut-être avait déjà tout compris. Mais comment un simple enfant a-t-il pu en arriver là? À quel moment tout a basculé? Cette histoire va vous bouleverser. Chaque détail, chaque choix, chaque silence a changé un destin. Une vérité terrifiante se cache derrière ce drame. Restez jusqu'à la fin, mais je vous préviens, vous ne verrez plus jamais cette histoire de la même façon. Avant que tout ne commence, abonnez-vous, likez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Paris, un matin glacial de janvier. La rue est recouverte d'un manteau blanc immaculé, d'un calme presque irréel. Mais ce silence est soudain brisé par des sirènes stridentes. 2 voitures de police et une ambulance stationnent en urgence devant un immeuble haussmannien. Une femme en manteau beige murmure à son voisin « Quelque chose de grave s'est passé ». Derrière une grille en fer forgé, un chien aboie avec une détresse palpable. Il gratte frénétiquement la neige, hurlant comme s'il voulait raconter une histoire que personne ne comprend encore. Sur le trottoir, un enfant se tient immobile. Son visage est livide, son souffle court. Ses doigts fins tremblent, recouverts de ce qui semble être du sang. Louis, 11 ans, fixe un corps sans vie allongé devant lui. Un chien, le chien du voisin. Un murmure s'élève parmi les passants. Ce gamin, il détestait cet animal. Les officiers descendent rapidement de leur véhicule. L'un d'eux s'accroupit devant le garçon et murmure d'une voix douce « Tout va bien, mon garçon. Que s'est-il passé ici ?» Louis ne répond pas. Son regard est vide, perdu quelque part entre la réalité et ses propres ombres. Quelques semaines plus tôt, le réveil sonne dans un petit appartement vétuste du quartier de Belleville. La lumière du matin filtre à travers les rideaux usés, projetant des motifs étranges sur le parquet grinçant. Une odeur de café chaud envahit la pièce. « Louis, mon chéri, lève-toi, tu vas être en retard pour l'école !» La voix de Geneviève, une femme aux cheveux gris relevés en un chignon maladroit, résonne dans la petite cuisine. Elle porte une robe de chambre élimée et verse du lait dans un bol de chocolat chaud. Sa peau ridée est marquée par le poids des années, mais son regard est encore empli de tendresse. Louis sort de sa chambre en traînant les pieds. Son visage est fermé, ses yeux fatigués. Il s'assoit en silence devant son bol de chocolat. « Tu n'as presque rien mangé hier soir. Ça ne va pas, mon ange ?» Il hausse les épaules, évitant son regard. « C'est à cause de ce chien, n'est-ce pas ?» Louis se fige. Un éclair traverse son regard. « Il est insupportable, mamie. Il aboie tout le temps. Il me regarde comme si... » Comme si quoi? Il ne finit pas sa phrase. Sur le chemin de l'école, il passe devant un majestueux hôtel particulier du 7e arrondissement, un contraste frappant avec leur propre immeuble modeste. Derrière les grilles dorées du jardin, un énorme chien noir et feu court entre les arbustes parfaitement taillés. Hercule, un berger allemand d'une lignée prestigieuse, choyé comme un roi par son propriétaire. Antoine Marchand, un homme d'affaires fortuné et arrogant. Louis s'arrête, serrant les poings. Hercule tourne la tête et le fixe intensément. « Regarde-moi ce monstre, il se croit tout permis », murmure le garçon, les mâchoires crispées. Geneviève soupire. « C'est un chien, Louis. Il ne te veut aucun mal. » Mais Louis ne l'écoute pas. Son regard ne quitte pas Hercule. Il y a quelque chose d'inhabituel dans ses yeux. Tard ce soir-là, l'horloge murale indique 19h24. La nuit est tombée et la neige continue de recouvrir lentement Paris. Un silence pesant règne dans l'appartement. Geneviève est fatiguée et s'est allongée sur le canapé. Louis, lui, est assis près de la fenêtre, son regard perdu dans les ombres de la ville. Soudain, un bruit sourd se fait entendre dans la cuisine. « Mamie ?» Pas de réponse. Louis se lève précipitamment et court vers la cuisine. Geneviève est effondrée sur le sol, son corps inerte. « Mamie ?» Sa voix tremble. L'angoisse s'empare de lui. Il s'agenouille près d'elle, secouant doucement son épaule. « Réveille-toi, mamie !» Mais Geneviève ne bouge plus. Et dehors, Hercule aboie à la mort. L'air est lourd. Un silence assourdissant s'est installé dans l'appartement. Seul le tic-tac de l'horloge résonne dans l'espace exigu, déchirant le temps en fragments insoutenables. Louis tremble. Geneviève est allongée sur le sol, immobile. « Mamie, réveille-toi !» Sa voix n'est qu'un souffle, un murmure qui se perd dans le froid glacial de la pièce. Il la secoue doucement, puis plus fort. Son cœur bat à une vitesse incontrôlable. Le sol sous ses genoux est dur et froid, mais c'est le vide en lui qui le fige. Il ne réfléchit plus. Il se lève, titube vers le téléphone mural et compose maladroitement un numéro. « Allô, les secours, que puis-je pour vous ?» Sa gorge est nouée. Les mots refusent de sortir. Ma grand-mère, elle ne répond pas. Quel âge a-t-elle? Elle respire encore. Louis baisse les yeux vers Geneviève. Il n'ose pas s'approcher pour vérifier. Il a peur, une peur qui le ronge comme une bête sauvage. Je ne sais pas. Restez en ligne, jeune homme. Une ambulance est en route. 10 minutes plus tard, les gyrophares bleus illuminent la façade vieillissante de l'immeuble. L'appartement exhale une odeur de camphre et de soupe froide. Une atmosphère figée dans le passé. Les secouristes entrent en trombe.
« Madame, vous m'entendez » Louis se recule, le dos collé contre le mur. Il est un spectateur impuissant. Il voit les gestes rapides, entend les murmures entre les urgentistes, mais il ne comprend rien. Puis vient cette phrase, celle qui déchire l'univers d'un enfant en une fraction de seconde. Poule faible. On l'emmène tout de suite. Il soulève Geneviève avec précaution, la dépose sur un brancard. Son visage est pâle, ridé par le poids des ans. Mais ce qui terrifie Louis, c'est autre chose. Ses yeux sont entr'ouverts, comme si elle le voyait, mais qu'elle était déjà ailleurs. Il veut crier, dire quelque chose, mais il reste muet. « Tu veux monter avec nous, gamin ?» demande un secouriste compatissant. Louis secoue la tête. Non, il ne veut pas voir ce qui va suivre. Il préfère rester là, seul, englouti dans un silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. Quelques heures plus tard, la neige tombe en lourds flocons sur Paris. L'appartement est vide. Louis est assis sur le canapé, recroquevillé sur lui-même. Le bol de chocolat du matin est encore sur la table. Intact. Tout est pareil, et pourtant tout a changé. Il n'a plus faim, il n'a plus sommeil, il n'a plus rien. Ses yeux se posent sur la fenêtre, et c'est là qu'il le voit. Hercule, dans le jardin de l'hôtel particulier, le chien noir et Feu trotte dans la neige comme si rien n'avait d'importance, comme si tout était normal, comme si le monde n'avait pas implosé quelques heures plus tôt. Une haine fulgurante s'allume en Louis. Ce chien vit dans le luxe, choyé, adulé, pendant que lui perd tout. Ses poings se serrent, un frisson le traverse. Dans son esprit, une idée naît, une idée qu'il n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Minuit, Louis sort de l'appartement, en chaussettes sur le carrelage glacé du couloir. Il descend les escaliers lentement, son cœur battant au rythme de ses pas. Il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il ne sait même pas pourquoi ses jambes bougent encore. Tout ce qu'il sait, c'est que cette nuit-là, il fera quelque chose d'irréversible. Et dehors, dans la nuit froide de Paris, Hercule l'attend. Le froid mordant s'infiltre sous la porte cochère du vieil immeuble. L'horloge de l'église Saint-Ambroise sonne minuit et quart, et Louis avance d'un pas mécanique, comme guidé par une force qu'il ne comprend pas encore totalement. Il n'a pas mis son manteau. Ses chaussettes s'imprègnent de la neige fondue sous le porche. Mais il ne ressent rien. Il fixe l'hôtel particulier d'Antoine Marchand, de l'autre côté de la rue. À travers les imposantes grilles noires décorées de dorures, il aperçoit Hercule, majestueux sous le clair de lune, sa fourrure noire luisant sous l'éclairage des réverbères. Le chien ne dort pas, il est assis, droit, la tête levée vers le ciel, comme s'il pressentait quelque chose. Louis serre les poings. Pourquoi ce chien est-il là? Pourquoi lui a-t-on tout pris alors qu'Hercule continue de vivre dans l'opulence? Il sent un frisson de colère remonter le long de sa colonne vertébrale. 3 ans plus tôt. Les rires et les éclats de voix résonnaient encore dans la grande salle de réunion de la société Marchand & Fils. C'était le dernier jour de travail de sa mère. Louis se souvient du visage de Clara, son regard noir rempli d'inquiétude lorsqu'elle est rentrée ce soir-là, son écharpe mal nouée autour du cou, les mains tremblantes alors qu'elle retirait ses bottes. Ils m'ont licenciée. Geneviève, qui préparait une soupe fumante dans la minuscule cuisine, s'était retournée d'un geste brusque. Quoi? Mais pourquoi? Clara avait levé les yeux vers elle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues fatiguées. Je n'en sais rien. Ils disent qu'ils restructurent, qu'ils doivent faire des coupes. Louis, assis à la table, les jambes pendantes du haut de sa chaise, n'avait pas compris immédiatement la gravité de la situation. Il n'avait que 8 ans. Il savait juste que sa mère ne souriait plus. Quelques jours plus tard, Clara était partie en entretien dans une autre entreprise. Il pleuvait ce matin-là. Elle n'était jamais revenue. Un accident de voiture sur le périphérique. Une vie brisée en une fraction de seconde. Et pendant ce temps, Marchand & Fils continuait de prospérer. Hastan retour au présent. Louis serre les dents. Ce chien est le symbole de tout ce qu'il a perdu. Son confort, son enfance, sa mère. Il s'approche lentement de la grille. Hercule l'a vu. Le chien ne bouge pas, il l'observe simplement, ses oreilles dressées, son regard perçant comme s'il tentait de sonder son âme. Ce regard. Louis sent une bouffée de rage monter en lui. Il déteste ce regard. Un caillou gît à ses pieds. Avant même d'y réfléchir, sa main se referme dessus. Il inspire profondément. Puis, il le jette de toutes ses forces. Le bruit sec résonne dans la nuit. Hercule émet un jappement, recule de quelques pas, surpris. Il ne comprend pas. Et pourtant, Louis n'en a pas fini. Il en attrape un autre, plus gros. Il recule d'un pas, se prépare à le lancer. « Hé, toi !» Une voix brise la nuit. Un frisson glacé lui traverse la nuque. Louis se retourne brusquement. Quelqu'un l'a vu. Il n'a pas le temps de s'échapper. Les lumières de l'hôtel particulier s'allument brusquement. Une porte claque. Des pas résonnent sur le gravier. Et soudain, il est face à lui. Antoine Marchand. L'homme le fixe. Son visage crispé par l'agacement et l'incompréhension. Ses yeux se posent sur le caillou encore dans la main de Louis, puis sur Hercule, qui, malgré l'agression, n'a pas reculé. Un duel silencieux s'installe entre eux. Louis sent son cœur exploser dans sa poitrine. Il ne peut plus fuir, il ne peut plus reculer. Il est pris au piège. Le silence est devenu aussi tranchant qu'un couteau. Louis est figé. Face à lui, Antoine Marchand, vêtu d'un élégant peignoir en soie bleu nuit, le dévisage avec un mélange de fatigue et d'agacement. Ses yeux perçants, froids,
sonde l'enfant comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passe dans son esprit. Hercule, lui, n'a pas bougé. Il reste immobile, dressé dans la neige, comme un juge silencieux. Le regard d'Antoine va du chien à Louis. « Tu peux m'expliquer ce que tu fais devant chez moi, en pleine nuit ?» La voix de l'homme est posée, mais chargée d'une autorité naturelle. Louis ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Ses doigts, toujours crispés autour du caillou, commencent à trembler. Il est pris au piège. Fuir, trop tard. Mentir, impossible. Il sent son cœur battre à une vitesse folle. Il déteste cet homme. Il veut lui hurler au visage, lui dire tout ce qu'il lui a pris. Mais il n'a que 11 ans. Alors, il fait la seule chose qu'il peut encore faire. Il serre les dents et défie Antoine du regard. Un long silence s'installe. La neige continue de tomber, amortissant les bruits de la nuit. Antoine, intrigué par l'attitude presque provocante du garçon, plisse légèrement les yeux. « Tu es le petit-fils de Geneviève, n'est-ce pas ?» Louis ne répond pas, mais son regard le trahit. L'homme pousse un soupir et passe une main dans ses cheveux argentés. « C'est quoi cette histoire ? Tu es venu faire du mal à mon chien ?» Cette question claque dans l'air comme une gifle. Louis serre les poings. Il veut hurler, mais quelque chose l'en empêche. Il n'a pas peur d'Antoine. Il a peur de la vérité qui s'impose à lui. Oui, il est venu blesser ce chien. Peut-être même pire. Antoine s'avance de quelques pas. Il est plus grand que Louis, plus imposant. Son parfum coûteux flotte dans l'air. Il l'observe avec ce regard analytique. Celui d'un homme habitué à lire les autres, à manipuler les situations. « Tu ne dis rien ? C'est ça ? Tu allais lui jeter une pierre dessus ?» Louis sent son corps entier se contracter sous l'accusation. Mais il ne veut pas baisser les yeux. Il refuse de lui donner ce pouvoir. Antoine soupire. Il a l'air agacé, mais pas réellement en colère. « Je vais appeler ta grand-mère. Un électrochoc. » Louis sent son ventre se nouer comme si on venait de le frapper. « Non !» lâche-t-il brutalement. Antoine arque un sourcil. « Non ? Alors ? Tu préfères que j'appelle la police ?» Le visage de Louis blêmit instantanément. Il se voit déjà enfermé dans une voiture de police. L'image de Geneviève recevant un appel du commissariat, bouleversée, affaiblie. Elle est déjà malade. Ça la tuerait. Il ne peut pas lui faire ça. Louis sent sa gorge se serrer. Un sentiment nouveau l'envahit. La panique. Il secoue la tête. « S'il vous plaît », murmure-t-il d'une voix rauque. Antoine l'observe un instant, son expression restant impassible. Puis il soupire. « Rentre chez toi et ne t'approche plus jamais de mon chien. C'est un ordre. » Louis ne réfléchit pas. Il se retourne et court. Il court sans s'arrêter, remontant les escaliers 4 à 4, claquant la porte de l'appartement derrière lui. Son souffle est court, son cœur cogne contre ses côtes. Il s'effondre sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine. Le silence est revenu, mais il est encore plus lourd qu'avant. Il a failli se faire prendre, mais surtout, il a compris qu'il est allé trop loin. Et pourtant, alors qu'il ferme les yeux, une seule pensée continue de hanter son esprit. « Je le hais ». Les jours passent, mais le poids de cette nuit continue d'écraser Louis. Il sent encore la morsure du froid sur ses doigts. Il revoit encore les yeux d'Antoine Marchand, ce regard perçant qu'il a traversé comme une lame. Mais plus que tout, il se souvient de la peur, pas celle d'être puni. Non, la peur d'avoir été percé à jour. Dimanche matin, l'odeur du café emplit la petite cuisine, mais Louis n'a pas faim. Il est assis en face de Geneviève, qui sirote son café lentement. Elle a l'air plus fatiguée que d'habitude. Ses joues sont creusées. Ses doigts fins tremblent légèrement lorsqu'elle repose sa tasse. « Tu dors mal, mon ange ?» demande-t-elle, sa voix douce mais inquiète. Louis lève à peine les yeux. Elle a remarqué. Il hoche vaguement la tête, mentant sans vraiment mentir. Geneviève pousse un soupir, caresse sa main avec tendresse. « Tu peux tout me dire, tu sais. » Un frisson le parcourt. Non, il ne peut pas tout dire. S'il lui avoue ce qu'il a fait, elle ne le regardera plus jamais comme avant. L'après-midi, Louis descend acheter du pain. Un prétexte. Il a besoin de sortir. Il étouffe. Mais à peine met-il un pied sur le trottoir qu'il sent son cœur se contracter violemment. Le voisin, Monsieur Lambert, un homme à la retraite, se tient devant l'immeuble, discutant avec un autre habitant. Louis ralentit instinctivement. Il sent un regard peser sur lui. Il tourne légèrement la tête. Monsieur Lambert l'observe. Pas comme d'habitude. Pas avec un sourire poli. Non, avec ce regard-là. Celui qui sait quelque chose. Le vieux monsieur lève légèrement son menton, ses yeux perçants fixant Louis comme un chasseur repérant une proie. Il sait. Il a vu. Quelqu'un l'a vu. Louis sent le sol se dérober sous ses pieds. Il sait ce que ça veut dire. Monsieur Lambert va parler. Peut-être à Geneviève, peut-être à Antoine Marchand, ou pire, à la police. Il sent son souffle se faire court. Un nœud glacé se forme dans son ventre. Il ne peut pas laisser ça arriver. Le soir, Louis est allongé dans son lit, mais il ne dort pas. Il regarde le plafond fissuré, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Lambert a vu, et il va lui aussi en parler à quelqu'un. Il doit faire quelque chose. Mais quoi? Lundi matin, Louis attend Monsieur Lambert à l'entrée de l'immeuble. Il serre ses doigts autour des bretelles de son sac à dos. Son ventre est noué. Le vieil homme sort finalement de l'immeuble, son manteau beige ajusté, son écharpe en laine soigneusement nouée autour du cou. Louis hésite une seconde, puis il avance d'un pas, barre son chemin. Son propre courage le surprend. Monsieur Lambert arque un sourcil, intrigué par l'audace inhabituelle du garçon. « Tu voulais me dire quelque chose, Louis ?» demande-t-il d'une voix neutre presque bienveillante. Louis avale sa salive. Il doit être prudent. « Vous avez vu quelque chose l'autre nuit, n'est-ce pas ?» Un silence. Un silence qui hurle. Puis,
Lambert plisse légèrement les yeux. « Je t'ai vu, oui ?» Les jambes de Louis tremblent sous son pantalon. « Je ne voulais pas... C'était un accident. » Il ment mal. Lambert l'observe longuement, trop longuement, puis il soupire. « Écoute, gamin, ce n'est pas à moi de juger ce que tu fais. Mais je vais te dire une chose. » Louis retient son souffle. « Si c'était moi, j'irais voir ce monsieur Marchand et je lui dirais la vérité avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La vérité. » Un frisson parcourt la colonne vertébrale de Louis. Non, il ne dira rien. Il ne veut pas affronter Marchand. Mais il sait une chose. Il ne peut pas laisser Lambert parler. Il serre les poings. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit l'empêcher, coûte que coûte. Le froid s'est intensifié. Paris est plongé dans un hiver glacial. Et pourtant, Louis transpire sous son pull en laine. Toute la journée, il n'a pensé qu'à une seule chose. Monsieur Lambert doit se taire. Le mardi matin, Louis surveille Lambert. Il l'observe depuis l'autre côté de la rue, caché derrière une voiture stationnée. L'homme marche d'un pas lent mais sûr, son journal roulé sous le bras. Il salue la boulangère, échange quelques mots avec une voisine. Il agit comme si de rien n'était. Mais Louis sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne parle. Et quand il parlera, tout sera fini. Un mardi soir, Geneviève est encore au lit, affaiblie. Elle ne mange presque plus. Louis lui apporte une tisane, mais il ne peut pas rester longtemps. Il se sent incapable de regarder sa grand-mère dans les yeux en sachant ce qu'il va faire, car il a pris une décision. 23h12. Le quartier est silencieux. Seuls les échos lointains d'une voiture sur le boulevard résonnent dans l'obscurité. Louis s'est posté dans l'ombre, devant la porte de Lambert. Il a observé chaque mouvement du vieil homme. Il sait qu'il est rentré chez lui 1 heure plus tôt, comme chaque soir. Son plan est simple. Entrer, fouiller, trouver une preuve qu'il compte parler. Et si jamais il trouve une lettre, un message, quelque chose qui le condamne, il la détruira. C'est du vol? Oui. C'est grave? Probablement. Mais ce qui est en jeu est bien plus grand que ça. Louis pose sa main sur la poignée de la porte. Et là, il réalise. La porte n'est pas verrouillée. Un frisson lui parcourt l'échine. Pourquoi? Lambert est un homme prudent. Il verrouille toujours. Pourquoi pas ce soir? Un doute l'envahit. Mais il ne peut plus reculer. Il pousse lentement la porte. Un craquement retentit dans l'entrée. Son cœur bondit. L'appartement est plongé dans la pénombre. Seule une lampe de chevet éclaire faiblement le salon, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Louis avance sur la pointe des pieds, retenant son souffle. Ses yeux cherchent des papiers, une lettre, un indice, puis un bruit, un raclement, un souffle. Louis se fige. Il tourne lentement la tête vers le couloir. Et là, dans l'ombre, quelque chose est allongé sur le sol. Quelqu'un. Pas que son sang se glace. Monsieur Lambert. Il est là, immobile. Son corps tordu dans une position anormale. Ses yeux sont ouverts, fixes. Sa bouche est entr'ouverte, comme s'il avait tenté d'appeler à l'aide. Et sur le parquet, juste à côté de sa main crispée, une enveloppe. Louis s'approche, tremblant. Il tend la main. L'enveloppe est marquée d'une écriture tremblante. À Geneviève et à son petit-fils. Louis, une lettre. Il allait parler. Mais maintenant, il ne parlera plus jamais. Louis recule d'un pas brusque. Son cœur cogne si fort qu'il a l'impression qu'il va exploser. Il regarde autour de lui, comme s'il cherchait une explication. Une crise cardiaque? Quelqu'un est venu avant lui? Ou est-ce lui? Est-ce qu'il a causé ça? Pas directement, mais si Lambert a eu peur de lui, s'il a stressé à cause de ce qu'il savait, est-il responsable? La panique l'envahit. La panique. Il fait ce que tout enfant ferait dans cette situation. Il attrape l'enveloppe et fuit. Il court dans les rues de Paris, la lettre serrée contre lui. Sa respiration est saccadée. Ses jambes tremblent. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il sait juste qu'il vient de franchir une limite qu'il ne pourra jamais effacer. Paris dort, mais Louis, lui, ne dort pas. Il est rentré en courant, le souffle court, les mains glacées, la lettre de Lambert serrée contre lui. Dans sa chambre, plongé dans la pénombre, il s'assoit sur son lit, le regard fixé sur l'enveloppe. À Geneviève et à son petit-fils, Louis. Son cœur bat à un rythme irrégulier. Ses doigts tremblent lorsqu'il déchire le papier. Il lit. « Geneviève, je ne sais pas comment vous dire cela, mais il faut que vous sachiez. J'ai vu Louis l'autre soir devant la maison d'Antoine Marchand. Il tenait un caillou, il voulait s'en prendre à son chien. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. Un mélange de rage et de douleur. J'ai voulu lui parler, mais il s'est enfui. J'ai hésité avant de vous en parler, mais je crois que quelque chose ne va pas avec votre petit-fils. Je ne le juge pas, Geneviève, mais je suis inquiet, et je crois que vous devriez l'être aussi. » Le papier lui échappe des mains. Ses muscles se figent. Un frisson glacial lui traverse l'échine. Il n'y a pas d'accusation, pas de menace, juste l'inquiétude sincère d'un vieil homme qui pensait bien faire. Un innocent qui est mort. Louis sent son estomac se nouer. Il regarde autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un le juger. Il a volé cette lettre. Il aurait pu la laisser. Il aurait pu laisser Geneviève la lire, lui dire la vérité. Mais il a fait un choix. Il a effacé Lambert, comme s'il n'avait jamais existé. Un bruit sourd le fait sursauter. Dehors, Hercule aboie. Encore lui. Louis se lève lentement, se dirige vers la fenêtre. Dans le jardin illuminé par les réverbères, Hercule tourne en rond. Inquiet, il jappe, ses yeux brillants dans la nuit, comme s'il sentait que quelque chose ne tournait pas rond, comme s'il le savait. Louis sent la rage monter. C'est à cause de lui. Si ce chien n'existait pas, rien de tout cela ne serait arrivé.
Il le hait, mais ce n'est pas assez. Il ne veut plus seulement le haïr, il veut le faire disparaître. 3h27 du matin. Le vent glacé souffle sur la ville endormie. Louis enfile un pull, un pantalon épais, des gants. Il ne tremble plus. Il a pris sa décision. Il descend les escaliers sans un bruit, traverse la rue vide. Ses pas s'enfoncent dans la neige. Derrière la grille de l'hôtel particulier, Hercule est là. L'instant où leurs regards se croisent, Louis ressent une étrange satisfaction. Ce chien ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait rien, mais il va le savoir. Louis sort un petit sachet plastique de sa poche. Une poudre blanche. La veille, il a fouillé l'armoire à pharmacie de Geneviève. Somnifère. Si ça peut endormir une vieille femme, ça peut aussi endormir un chien. Un chien qui ne se réveillera jamais. Tam, il avance lentement. « Tiens, Hercule, viens !» murmure-t-il d'une voix qu'il veut douce. Il tend la main. Une boule de viande cachant la poudre. Hercule le regarde fixement. Puis il fait quelque chose d'inattendu. Il s'assoit, et il ne bouge plus. Il ne s'approche pas. Il ne renifle pas la viande. Il le regarde juste, droit dans les yeux. Louis sent son souffle se bloquer. Ce chien, il sait. Dans Matthews, un bruit sec derrière lui. Quelqu'un est là. Son corps entier se fige. Une porte claque. Une voix froide brise le silence. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Louis ?» Louis tourne la tête, horrifié. Dans l'ombre de la cour, Antoine Marchand le fixe. Et dans son regard, cette fois-ci, il n'y a plus de curiosité. Il y a du danger. Le monde s'arrête. Louis est figé. Antoine Marchand le fixe. L'homme, vêtu d'un long manteau de laine, s'avance lentement, le regard perçant. Il n'a plus cet air distant et indifférent. Il a compris. Son regard descend vers la main de Louis. La viande. Le petit sachet plastique qui dépasse de sa poche. Il serre la mâchoire. C'est quoi ça? Louis sent son estomac se nouer violemment. Il est pris au piège. Il jette un regard furtif vers la rue. Courir? Impossible. Antoine est trop près, et même s'il courait, où irait-il? Son cerveau fonctionne à toute vitesse. Mentir? Nier l'évidence? Mais il n'a pas le temps de réagir. Antoine fait un pas brusque en avant, lui arrache violemment la viande des mains et l'examine. Puis, il comprend tout. Son visage se ferme. Espèce de petit salaud, lâche-t-il la voix froide. Un silence mortel. Hercule, lui, n'a pas bougé. Il fixe Louis comme un juge silencieux. Et puis, soudain, Antoine éclate. Il l'attrape par le bras, le serre si fort que Louis pousse un cri de douleur. « Tu voulais tuer mon chien ?» Hein? La rage pure brûle dans sa voix. Louis panique. « Lâchez-moi !» hurle-t-il, tentant de se débattre. Mais Antoine est plus fort. Il le soulève presque du sol et le secoue brutalement. « Tu es un monstre !» Un gamin pourri jusqu'à l'os. Louis n'entend plus rien. Sa vision se brouille. La neige, les lumières, les ombres, tout tourne autour de lui. Il entend sa propre respiration haletante, ses battements de cœur battant dans ses tempes. Et puis, quelque chose d'effrayant arrive. Un cri, une douleur atroce. Et puis, du rouge. Du rouge sur la neige blanche. Antoine lâche brutalement Louis et porte sa main à son ventre. Ses yeux s'écarquillent. Un gémissement rauque s'échappe de ses lèvres. Il titube. Il s'écroule dans la neige. Louis regarde ses propres mains. Le couteau de Geneviève. Celui qu'elle utilisait pour couper le pain. Celui qu'il avait pris inconsciemment avant de partir. Celui qui maintenant est couvert de sang. Silence absolu. Même Hercule ne bouge plus. Antoine, allongé dans la neige, respire difficilement. Louis sent son propre corps trembler. Ce n'était pas censé arriver. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas le tuer. Il voulait juste faire disparaître le chien. Mais maintenant, c'est Antoine qui est en train de mourir. Un bruit au loin, des voix, quelqu'un arrive. Louis panique. Ses jambes veulent bouger, fuir, disparaître. Mais il ne peut pas. Il est cloué sur place, comme si la neige elle-même le retenait, comme si c'était son tour d'être piégé. Et dans ce cauchemar glacé, une seule pensée hurle dans son esprit. Il n'y a plus de retour en arrière. Le sang s'étend lentement sur la neige. Un rouge vif, éclatant, presque irréel sous la lumière blafarde des réverbères. Antoine gémit. Il tente de bouger, sa main pressant désespérément la plaie sur son ventre. Son souffle est saccadé. Louis, lui, reste immobile. Ses jambes sont bloquées. Son esprit est figé. Il ne comprend plus ce qui vient de se passer. Tout est allé trop vite. Il a planté un couteau dans un homme, un adulte. Un homme puissant, un homme qu'il haïssait, mais il ne voulait pas ça. Il voulait juste se défendre, ou peut-être se prouver qu'il pouvait exister face à lui. Mais maintenant, il a franchi une ligne qu'il ne pourra jamais effacer. Que les voix se rapprochent. Des pas, quelqu'un arrive. Louis sent une vague de panique l'engloutir d'un coup. Il recule instinctivement. Fuir. Il doit fuir. Avant que quelqu'un ne le voie, avant que quelqu'un ne comprenne. Mais il hésite. Antoine va-t-il mourir? Va-t-il le dénoncer? Ou va-t-il lui laisser une chance? Non. Il n'y aura pas de chance. Antoine est un adulte. Lui, il est juste un gamin. Si les rôles étaient inversés, personne ne croirait un enfant. Il serre les poings, il doit fuir, il tourne les talons. Mais c'est là que tout bascule encore. Un hurlement fend la nuit. Hercule, le chien, jusque-là silencieux, aboie férocement, ses crocs luisants sous la lumière. Un aboiement long, puissant, un cri d'alarme. Louis s'arrête net. Le chien l'a dénoncé. Des lumières s'allument dans la rue. Une fenêtre s'ouvre quelque part. Une femme crie « Mon Dieu ! Il y a quelqu'un dans la neige !» Louis sent le piège se refermer. Il regarde Antoine.
L'homme tousse du sang, son regard embué de douleur fixé sur lui. Il essaie de parler. Sa voix est faible. Reviens, mais Louis ne l'écoute plus. Il tourne les talons et court. La nuit défile autour de lui. Les rues de Paris sont glacées et vides. Mais son cœur bat si fort qu'il couvre tous les bruits. Il court, sans direction, sans but. Il ne sait pas où aller. Il sait juste qu'il ne peut pas s'arrêter. Il voit déjà les sirènes dans son esprit. Les policiers qui frappent à la porte de Geneviève. Les journaux qui titrent « Un enfant de 11 ans poignarde un riche homme d'affaires à Paris ». Il n'est plus un simple garçon. Il est un criminel. Et ça, il ne pourra jamais l'effacer. Paris est figé sous le froid mordant de l'hiver, mais Louis brûle de l'intérieur. Il court. Ses jambes sont lourdes. Son souffle est saccadé. Ses pensées se mélangent, s'écrasent les unes contre les autres. Tout s'est écroulé en une seule nuit. Monsieur Lambert, la lettre volée. Antoine, la lame enfoncée dans son ventre. Hercule, son cri qui l'a trahi. Il a voulu fuir. Mais où peut-on fuir quand on est un enfant? Il traverse le boulevard, évite une voiture de justesse. Les klaxons hurlent. « Attention, gamin !» Mais il ne s'arrête pas. Il court jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que la douleur soit plus forte que la peur, jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens. Et puis, il s'écroule. Ses genoux heurtent violemment le sol. Ses doigts s'enfoncent dans la neige. Il lève les yeux. Il ne sait même pas où il est. Les rues semblent étrangères. Des passants le regardent brièvement, mais personne ne s'arrête. Paris est une ville où l'on ignore la douleur des autres. Personne ne sait qu'il a du sang sur les mains. Personne ne sait qu'il est en train de s'effondrer. Une voix, Louis, son cœur se glace. Il connaît cette voix. Lentement, il lève la tête. Devant lui, un visage familier. Pauline, la boulangère du quartier. Une amie de Geneviève. Elle le regarde, inquiète. « Mon Dieu, Louis! Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ?» Louis ne peut pas parler. Sa gorge est serrée. Les mots refusent de sortir. Pauline s'agenouille devant lui, pose une main sur son épaule. « Tu es gelé !» Il sent la chaleur de sa main. Une chaleur qui contraste avec le froid dans son ventre. « Viens, on va rentrer chez toi. » Rentrer. Non, il ne peut pas. Pas maintenant. Pas alors qu'Antoine est peut-être en train de mourir. Pas alors que la police doit déjà être à sa recherche. Il secoue brutalement la tête. « Non !» Pauline fronce les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, Louis? Tu as peur de quelque chose ?» Louis sent une vague de panique monter. Elle va comprendre. Elle va voir la peur dans ses yeux. Va faire le lien. Il doit trouver une excuse. Vite, il baisse la tête, serre les poings. « C'est ma grand-mère, elle est malade », murmure-t-il. Pauline pousse un soupir inquiet. « Oh, mon pauvre chou !» Elle ne pose pas plus de questions. Elle ne voit pas la vérité. Elle ne sait pas que Louis vient d'essayer de tuer un homme. Mais combien de temps encore avant que quelqu'un ne découvre la vérité? Combien de temps avant que tout s'écroule pour de bon? Le matin se lève sur Paris, mais pour Louis, le temps n'a plus de sens. Après sa rencontre avec Pauline, il a erré dans les rues, incapable de rentrer chez lui. Il ne sait pas si Antoine est mort ou vivant. Il ne sait pas si la police est en train de le chercher. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est piégé, un enfant qui a fait l'irréparable. 10h42. Il se trouve dans un parc, assis sur un banc de pierre glacée. Personne ne le regarde. Il est invisible, comme s'il n'existait plus. Mais il sait que ça ne durera pas. Il sent la lettre de Lambert toujours dans sa poche. Un poids brûlant contre sa peau. Ce vieil homme, il voulait l'aider. Il voulait prévenir Geneviève. Et lui, qu'a-t-il fait? Il a volé sa lettre. Et maintenant, il est mort. Il regarde ses mains. Elles ont l'air normales. Mais il sait. Il sait ce qu'elles ont fait. Soudain, une voix. Louis, son cœur se fige. Il lève la tête. Un homme se tient devant lui. Il le reconnaît immédiatement. Antoine, vivant. Louis pâlit violemment. Il ne comprend pas. Il l'a poignardé. Il a vu le sang. Il aurait dû mourir. Mais il est là, devant lui, debout. Il porte un épais manteau beige. Son visage est fatigué, mais ses yeux sont plus perçants que jamais. Un silence oppressant s'installe. Louis sent son cœur battre à un rythme irrégulier. Antoine ne parle pas. Il s'assoit simplement à côté de lui sur le banc. Lentement, il enlève un gant en cuir. Sa main tremble légèrement. Louis voit, sous son manteau, un pansement sous sa chemise. Il est blessé, mais il a survécu. Puis, enfin, il parle, d'une voix calme, lente. « Tu voulais me tuer. » Louis se contracte. Il ne nie pas. Il ne peut pas. Il baisse simplement la tête. Son corps brûle de honte. Antoine pousse un long soupir. Puis il sort une cigarette, l'allume lentement. Il tire une bouffée, fixe le vide devant lui. « Tu sais, j'aurais pu appeler la police. » Un frisson traverse Louis. Bien sûr, il aurait dû appeler la police. N'importe quel adulte l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Un silence. Puis Antoine parle enfin. « Ta mère travaillait pour moi. » Louis se fige. Sa gorge se noue violemment. Antoine ne le regarde pas. Ses yeux restent fixés sur la ville, sur les passants qui marchent, sans se douter de rien. Je me souviens d'elle, Clara. Elle était brillante, une des meilleures. Louis serre les poings. Pourquoi parle-t-il d'elle? Pourquoi maintenant? Antoine continue. Je ne savais pas qu'elle avait un fils. Il tourne lentement la tête vers Louis. Son regard est grave. Jusqu'à maintenant, le silence hurle. Louis est perdu. Pourquoi lui dit-il tout ça? Pourquoi maintenant? Il sent sa colère revenir. Vous l'avez viré. Sa voix tremble. Antoine ne nie pas.
Oui, il tire une autre bouffée de cigarette. Mais pas moi. Louis fronce les sourcils. Quoi? Antoine pousse un soupir. Je n'ai pas pris cette décision. Ce n'était pas moi. Louis n'arrive pas à y croire. Vous mentez. Antoine secoue la tête. Non, son regard est fatigué. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas? Louis ne répond pas. Parce que non, ça ne change rien. Sa mère est morte. Son monde a été détruit. Qu'Antoine l'ait virée ou non, c'est à cause de lui qu'elle est morte. Rien ne pourra changer ça. Et un silence pesant s'installe. Puis enfin, Antoine pose la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Louis lève lentement la tête. Ses yeux sont pleins de larmes. Il ne sait pas. Il ne sait plus. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est fatigué. Fatigué de haïr. Fatigué de courir. Alors, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il laisse ses larmes couler. Devant Antoine. Devant l'homme qu'il voulait tuer. Devant le symbole de toute sa colère. Et pour la première fois depuis longtemps, il sent un poids s'alléger. Juste un peu. La fumée de la cigarette d'Antoine se dissipe lentement dans l'air glacé. Louis pleure en silence. Ses épaules tremblent sous le poids de tout ce qu'il a porté seul. La haine, la vengeance, la peur, la culpabilité, tout s'effondre. Et Antoine regarde. Il ne dit rien. Il attend. Il ne le juge pas. Il ne le console pas. Il est juste là. Un long moment passe. Les passants traversent le parc sans s'arrêter. Un monde entier continue de tourner, indifférent à cette scène. Seul le vent qui souffle entre eux semble murmurer quelque chose d'invisible. Puis, enfin, Antoine brise le silence. « Tu peux rentrer chez toi, Louis. » Sa voix est calme, presque fatiguée. Louis renifle, passe une manche sur son visage. Il ne comprend pas. « Vous n'allez pas dire à la police ?» Antoine tire une dernière bouffée de cigarette, puis l'écrase dans la neige du bout de sa chaussure. Non, un choc. Louis le fixe, incrédule. Mais pourquoi? Antoine tourne enfin la tête vers lui. Son regard n'a plus rien de dur. Il n'y a ni pitié, ni rancune. Seulement une fatigue immense. Et quelque chose d'autre. Quelque chose que Louis ne comprend pas encore. Parce que je ne veux pas être comme toi. Ces mots frappent plus fort que n'importe quel coup. Louis se fige. Quoi? Antoine pousse un long soupir. Tu as passé ta vie à me haïr, à me voir comme le responsable de tout. Il marque une pause. Si je te punis, je fais exactement la même chose que toi. Louis ne sait pas quoi dire. Sa gorge est nouée. Il ne comprend pas. Cet homme devrait vouloir sa mort. Il devrait hurler. Exiger justice. Il ne devrait pas être en train de le regarder comme ça. Comme s'il voyait autre chose en lui que de la haine. Antoine secoue la tête. La colère, Louis. Ça brûle tout. Il montre son propre torse. Là où la lame s'est enfoncée. Toi, ça t'a amené ici. Puis il pointe la tête de Louis du doigt. Et moi, ça m'a amené ici aussi. Un silence. Antoine se lève enfin. Il replace son écharpe, met ses gants. Tu as un choix à faire, gamin. Il le regarde une dernière fois. Soit tu continues de courir, soit tu rentres chez toi. Hazard il s'éloigne, sans un mot de plus, sans se retourner. Et Louis reste là, figé, sous la neige. Il regarde l'ombre d'Antoine disparaître dans les rues de Paris. Il ne comprend toujours pas pourquoi il ne l'a pas dénoncé, pourquoi il ne l'a pas puni, pourquoi il lui a laissé une chance. Mais il sait une chose. C'est terminé. Il n'a plus de colère. Il n'a plus rien. Il rentre chez lui. Il pousse lentement la porte de l'appartement. L'odeur du vieux bois, du café froid et des draps humides l'accueille. Geneviève dort dans son lit, fatiguée, fragile. Louis s'approche doucement. Il s'assoit sur une chaise, à côté d'elle. Il la regarde respirer. Il prend sa main dans la sienne et il se met à pleurer. Mais cette fois, il ne pleure pas de rage. Il pleure parce qu'il est vivant, parce qu'il a enfin le droit d'être autre chose qu'un garçon rempli de haine. Et dans le silence de la nuit, sous les lumières tamisées de Paris, un chien noir et feu lève les yeux vers la fenêtre. Hercule ne le quitte pas du regard, comme s'il savait, comme s'il avait toujours su, comme s'il attendait ce moment. Et enfin, après cette nuit d'hiver, Louis comprend. La vengeance ne ramène rien. Elle ne fait que brûler tout sur son passage. Et Antoine a refusé de l'alimenter. Le lendemain matin, la neige fond doucement sur Paris. Et quelque part, dans une ruelle de la ville, un garçon marche pour la première fois sans courir, sans fuir. Il est encore brisé, il est encore perdu. Mais pour la première fois, il est libre. Parfois, la vie nous pousse dans des endroits sombres, là où l'on pense ne plus avoir de choix. Louis croyait que sa douleur ne pouvait s'apaiser que par la haine. Mais la haine, elle ne guérit rien, elle détruit. Et pourtant, dans les moments les plus inattendus, un simple choix peut tout changer. Auriez-vous fait le même que lui? Si vous aviez été à sa place, auriez-vous pu arrêter à temps? Auriez-vous eu la force de pardonner? Ou la colère aurait-elle pris le dessus? La frontière entre le bien et le mal est parfois plus mince qu'on ne le croit, et ce n'est qu'après coup que l'on réalise à quel point une seule décision peut marquer une vie à jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place?